Buongiorno a tutte e a Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le hall consacré à l'Italie qui coopère au sein du meeting 2024 et coordonné par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Merci au secrétaire Giorgio Silli pour être là pour ce dialogue informel et très ouvert pour aborder un thème qui est clé pour la coopération italienne. Donc, on parle de l'égalité de genre. Aujourd'hui, vous allez écouter des rapporteurs qui vont partager des témoignages qui sont caractérisés par des mots-clés. Et il y a des mots, disons, comme lacune, comme fossé, clivage, barrière, obstacle. Mais vous allez aussi entendre des mots tels que vulnérabilité potentielle et inclusion. Alors, le thème de l'égalité de genre, c'est un thème qui est considéré par la coopération italienne comme un objectif, mais aussi comme un thème tous azimuts caractérisant plusieurs initiatives de coopération qui sont réalisées par l'Italie. Non seulement car il y a le besoin de protéger les jeunes, les femmes, les enfants, les jeunes femmes, mais aussi il y a la question de l'émancipation et de la résilience. Il faut des actions directes que nous menons avec nos pays partenaires. Mais il y a d'autres domaines où le thème de l'égalité de genre est tout aussi important et il faut donc l'intégrer là aussi. Alors ici, vous allez trouver donc des installations qui parlent de l'énergie, donc le feu, de l'eau, donc qu'on associe aussi au thème de la santé, et puis la terre qu'on associe à la sécurité alimentaire et à la transformation de les systèmes agroalimentaires. Alors chacune de ces composantes donc a un contenu concernant l'égalité de genre. Tout d'abord, il faut identifier ces thèmes. Alors si l'on parle d'énergie et si l'on parle de faire la cuisine et donc du fait de faire la cuisine de façon, disons, propre, le clean cooking, c'est très important pour l'Afrique car il y a beaucoup de possibilités de plus qu'une femme puisse mourir de ça plutôt que de paludisme. Car en fait, la plupart des gens qui font la cuisine en Afrique, ce sont des femmes. Et puis aussi, l'approvisionnement en eau est réalisé par les femmes. Et alors, par exemple, si l'on réalise des nouveaux puits, de nouveaux systèmes hydrauliques, un nouveau réseau d'approvisionnement en eau, on devra aussi considérer les femmes comme partie prenante, car c'est à elles, normalement, qui revient cette tâche. Voilà pourquoi il faut toujours considérer les personnes comme éléments clés à mettre au centre. Dans ces cas, on parle des femmes, de jeunes filles, des enfants, et puis l'éducation, la formation. Si on n'a pas donc des toilettes séparées, à chaque fois donc que le cycle commence chez les jeunes filles, elles arrêtent d'aller à l'école. Et alors, vous voyez, il y a vraiment des thèmes essentiels pour utiliser donc un adjectif qui est aussi dans le titre du meeting de cette année. Il faut vraiment considérer les intérêts, les besoins des parties prenantes. On a mené en 2023 24 projets très ciblés et consacrés à ce thème avec 54 millions d'euros. Mais en fait, comme j'ai dit, il s'agit d'un thème qui est abordé de façon tous azimuts de par toutes nos initiatives de coopération en tant qu'Italie. On va écouter aussi des représentants du ministère des Affaires étrangères, des agences pour la coopération pour le développement, mais aussi on va écouter des représentants de différentes parties prenantes qui vont partager leurs témoignages. Voilà pourquoi on a voulu inviter donc plusieurs rapporteurs qui s'occupent aussi d'égalité de genre. Et on les remercie d'ores et déjà. Puis nous remercions. Aujourd'hui, merci vraiment Madame Amy Dieng, che è una giurista che viene dal Senegal. Elle est une juriste, Madame Dieng, qui nous a rejoint du Sénégal. Et elle est impliquée dans des projets de coopération et donc elle va nous parler peut-être d'une dimension qu'on oublie souvent, la dimension juridique, légale, donc de ce que les femmes, disons, peuvent faire, donc comment elles peuvent se protéger et essayer de promouvoir leurs droits. Alors, ceci dit, je passe la parole à Marta Coll, qui est, disons, la personne qui s'occupe de ces thèmes auprès de l'Agence pour la coopération pour le développement de l'Italie. Et je vous remercie encore une fois pour votre participation. Merci.
Grazie mille, direttore. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. C'est un grand plaisir pour moi que d'animer cette table ronde sur l'égalité de genre et je suis vraiment très contente de parler de ce thème et surtout du rôle des femmes pour l'essentiel. Et voilà, le rôle des femmes par rapport à l'accès aux ressources qui sont essentielles pour voilà la vie, donc l'eau, les feux, l'énergie, puis la terre, le développement agricole et l'air. Voilà, donc le changement climatique. Lorsqu'on parle de femmes, malheureusement, on entend parler de violences liées au genre, mais en fait, on désire aller au-delà de tout ça. On désire aller disons, à l'origine du problème et voir quelles sont les discriminations vécues par les femmes dans leur quotidien. Il s'agit de situations qui les rendent vulnérables et qui les exposent à pas mal de risques. Même si les femmes sont une ressource cruciale et jouent un rôle fondamental pour ce qui est de la valorisation de ressources essentielles, trop souvent on oublie ça et on désire en parler avec nos expertes qui viennent donc d'expérience du terrain. On a notre experte locale, donc Madame Ami Dieng, donc experte et juriste qui collabore avec nous dans le cadre d'un projet bilatéral au Sénégal. Et puis, Madame Valentina Morini, spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables pour l'ONG LVIA. Et puis, Martine Albini, responsable du centre d'études WeWorld. Et puis, je remercie aussi le sous-secrétaire Silly qui nous a honoré de sa présence aujourd'hui lors de ces débats. Alors, sans trop m'attarder, donc je commence notre dialogue avec Madame Ami Dieng et avec elle, donc on va parler de la terre et donc du développement agricole. Et on va parler donc de deux projets concrets, deux exemples que nous réalisons directement avec le gouvernement du Sénégal. Et Madame Annie Dieng donc collabore avec le gouvernement au sein de ces projets. Et les femmes ont été mises au centre pour le développement agricole au Sénégal. Alors, ma première question est la suivante. Donc, Madame Dieng, s'il vous plaît, expliquez-nous quels sont les liens entre la pauvreté et l'accès à la terre. Voilà, il y a un service de traduction, donc on va écouter la traduction simultanée en italien alors que Madame va parler. Je dirais que la terre a été au centre de toute organisation sociale. Et dans les sociétés africaines traditionnelles, elle est considérée comme sacrée. De nos jours, c'est la valeur socio-culturelle de la terre qui est mise en avant, car elle est source de pouvoir et de richesse. Et en tant que facteur de production, elle est à la base de l'agriculture qui est le moteur du développement et de la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne et surtout au Sénégal. Voilà donc que la terre a un lien direct avec la pauvreté et aussi donc représente une source donc des subsistances économiques. Mais malheureusement, les femmes rencontrent beaucoup d'obstacles par rapport à l'accès à la terre. Alors, Madame Dieng, je vous pose cette question. Quels sont les obstacles rencontrés par les femmes pour accéder à la propriété foncière? Dans un premier temps, c'est que en Afrique, les femmes jouent un rôle très important dans l'agriculture. Et pourtant, la base qui constitue la terre, elles ont beaucoup de difficultés à y accéder. Et surtout, d'avoir un contrôle par rapport à la terre. Parce que les terres sont divisées entre les hommes et les femmes selon l'agriculture qui est faite. Les femmes sont beaucoup plus dans les cultures de la riziculture pluviale, mais également dans l'horticulture. Ce qui fait que la terre est divisée de cette façon-là.
Les femmes ont donc un accès très limité à la terre. Si on prend l'exemple du Sud, elles ont surtout accès aux terres du bas-fond, par exemple, c'est-à-dire la vallée. Et pour les terres qui sont au niveau des plateaux, ce sont les hommes qui sont là-bas. Et cet aspect est beaucoup plus marqué par le fait que les activités qui sont faites par les femmes concernent beaucoup plus la production de riz qui est destinée à la consommation domestique. Alors que les activités qui sont faites par les hommes, à savoir l'agriculture au niveau du plateau, c'est des productions qui sont destinées à la vente en fait. Donc, toutes les activités qui sont faites par les femmes sont destinées à la consommation domestique, alors que les hommes font des activités qui sont destinées à la production. Et les terres appartiennent aux familles. Et elles sont gérées par les chefs de famille qui sont des hommes. Ce qui fait que les femmes ont juste un droit d'usage sur la terre et elles n'ont aucun contrôle là-dessus. Et la conséquence de tout ça, c'est que les femmes sont présentes sur toute la chaîne de valeur agricole. Elles fournissent beaucoup plus d'efforts que les hommes, mais elles ont moins accès à la terre et tout ce qu'elles font, elles le font à titre gratuit pour la communauté. Merci beaucoup, Madame Dieng, car vos mots nous permettent de mieux comprendre les difficultés d'accès des femmes aux terres. Aussi, l'on voit que donc ces terres qui sont assignées aux femmes aussi donc sont moins porteuses de richesse et peut-être moins productives. Mais par rapport au renforcement du rôle des femmes, leur émancipation, cela va apporter des avantages pour toutes les communautés, toutes les familles, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets sur comment donc le travail avec les femmes et la valorisation de leur rôle va à l'avantage des communautés entières? En fait, la valorisation du travail des femmes est beaucoup plus mise en avant avec l'appui des partenaires au développement comme le PAPSEN Pays à travers la coopération italienne, qui, grâce aux interventions qu'ils fournissent dans le domaine de l'agriculture, à travers la mise à disposition de matériel agricole, mais également l'aménagement d'espaces qui permettent aux femmes de mieux valoriser le travail qu'elles font. Et ce qui fait que, avec non seulement l'appui de la coopération en termes de machinerie, d'accès à la terre et tout, il y a un volet renforcement de capacité qui est dédié à ces femmes pour mettre un peu en exergue le savoir-faire, mais également mettre en avant la possibilité qu'elles ont pour exprimer réellement leur potentialité. Et en termes également d'appui pour les questions de genre, grâce à l'appui des programmes PAPSEN et Pays dans l'agriculture, on a permis aux femmes de mettre au devant de la scène le savoir-faire, mais également de mieux montrer que les femmes peuvent, si elles ont plus d'appui, aider les familles en termes de sécurité alimentaire. Parce que quand on regarde un peu à la base, les femmes font beaucoup de choses qui sont plus centrées à appuyer la sécurité alimentaire des ménages. Parce que non seulement il y a la production qu'elles font, à savoir la riziculture, l'horticulture, qui est destinée pour l'alimentation des ménages. Mais il y a également tout ce qui est transformation, comme vous l'avez dit, la préparation des repas, la collecte de bois et tout ça est fait par les femmes. Donc il y a une grande contribution des femmes à la sécurité alimentaire des ménages.
Justement, vous avez parlé des projets donc PAPSEN et PAIS qui mettent les femmes au centre, mais surtout qui mettent en valeur les besoins, d'être à l'écoute des besoins de femmes pour les impliquer dans les processus de prise de décision. Ça aussi, c'est très important. Alors, s'il vous plaît, parlez-nous de quelques cas concrets aussi de l'impact positif de cette approche participative au niveau des communautés. Merci beaucoup. En fait, cette approche participative se résume au fait que, en mettant en place les activités du PAPSEN et du PAIS, il y a un volet empowerment des femmes qui est développé. Ce qui fait qu'on a aidé les femmes à intégrer les instances de prise de décision au niveau local. Mais également, on leur a permis de développer un certain leadership qui leur permet de montrer également aux hommes, surtout à la base, en fait, qu'elles peuvent participer librement au développement de leur localité. Et les exemples concrets qu'on peut développer, c'est qu'on a mis en place des comités locaux de genre dans notre intervention. Et ces comités locaux de genre ont permis aux femmes de montrer aux hommes qu'ils peuvent les appuyer dans les activités, ce qui fait que grâce à ça, de façon concrète, les effets qu'on a eus, autrefois, il y avait des hommes qui refusaient, par exemple, d'aider leurs femmes dans certaines activités liées au ménage, au foyer et autres. Mais avec les sensibilisations qu'on a fait, les hommes ont compris qu'ils gagneraient mieux d'accompagner les femmes dans tout ce qu'elles font parce que c'est pour le développement des familles, pour le développement local. Et on peut également donner un exemple concret où il y avait une femme qui travaille au niveau de l'hôpital. Et à un certain moment, son mari l'avait interdit d'aller faire son travail. Mais grâce aux sensibilisations qu'on a fait, son mari lui a permis de continuer à faire ses activités et parce qu'il sait que tout ce qu'elle fait justement c'est pour la famille. Donc l'importance de l'accompagnement du PAPSEN PAIS à travers la coopération italienne, c'est un peu, comme on l'a dit tout à l'heure, de mettre au devant l'empowerment des femmes, à savoir le leadership des femmes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place des choses, mais il s'agit également d'accompagner les gens vers un changement de mentalité en fait, qui leur permet de dire, ok, on va quitter le stade d'assistanat et on pourra aller par nous-mêmes par la suite grâce à l'accompagnement. Un grand merci, Madame Dieng. Votre témoignage est vraiment précieux et intéressant. Passons à un autre élément clé, donc le feu. On parle donc d'énergie, du soleil, avec Madame Valentina Morini de l'ONG LVIA. Madame Morini est responsable pays pour le Mozambique, mais elle a travaillé aussi au Burundi et pendant cette expérience, elle a travaillé aussi à la coordination d'un projet portant sur les renouvelables qui a aussi fait l'objet d'un prix décerné par l'Union européenne pour sa capacité de soutenir la capacité entrepreneuriale de renouvelables. Alors, je demande à Madame Morini si elle peut nous parler de cette expérience dans les cadres du projet et surtout si elle peut aussi nous expliquer pourquoi a-t-on choisi de miser sur les femmes pour renforcer les renouvelables dans un contexte aussi difficile que celui du Burundi. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame Colu.
Alors, très brièvement, ces projets axés aux renouvelables dans la zone off-grid du Burundi comme moteur de développement socio-économique a été réalisé dans la province de Rutana-Chankuzo, dans la partie orientale du pays. Et il s'agit des provinces avec la pauvreté la plus élevée, avec un déficit énergétique important et l'accès à l'énergie vraiment est très, très limité. Voilà pourquoi l'impact sur le développement socio-économique est très négatif et cela a un impact aussi sur le bien-être de la population et des individus. Ces projets a été donc soutenu par l'Agence italienne pour la coopération au développement et on voulait renforcer les filières agricoles de production de par le renforcement de la filière agroalimentaire et les services de base comme les services sanitaires et les services pédagogiques. L'idée, c'était donc de garantir l'accès à l'énergie solaire. Les rôles des femmes a été clé au sein du projet et les femmes ont été le vrai pilier, la vraie cheville ouvrière de l'initiative. On s'est servi donc du rôle de femmes pour des activités stratégiques. Les femmes au Burundi, mais pas seulement dans ces pays, sont le vrai pilier de chaque famille et de chaque communauté. Et alors que donc cela n'est pas toujours reconnu par les hommes et nous avons tâché de les impliquer directement pour aussi favoriser une diffusion plus rapide des résultats du projet. Car en plus, les femmes ont tendance à réinvestir les revenus dans l'économie de la famille. Et donc, elles réinvestissent dans la santé et l'éducation des enfants, ainsi que dans l'alimentation de la famille. Et voilà, elles essayent aussi de réinvestir leurs revenus dans la micro-entreprise. Cela permet aussi de favoriser une croissance de leurs activités entrepreneuriales. Merci beaucoup. J'imagine que tout cela n'a pas été facile du tout, surtout dans un contexte aussi complexe que celui du Burundi et de l'Afrique en général. Alors, je vous demande comment la communauté a, disons, accueilli ce rôle. Essentiellement, au début, on a connu pas mal de difficultés, surtout avec les destinataires et bénéficiaires du projet, liés au changement culturel. Pourquoi? Parce que l'on parle de thèmes de genre et les femmes donc faisaient partie d'un contexte qui était très différent donc de ces contextes du projet qui étaient très novateurs et tels que l'énergie solaire. Et ça, c'est un secteur qui est vu normalement comme un secteur donc consacré aux hommes. En plus, les femmes impliquées dans les projets passaient pas mal d'heures en dehors de la maison à cause des activités commerciales, entrepreneuriales, et en même temps, grâce au projet, elles avaient acquis certaines indépendances économiques, mais aussi sociales par rapport à leur statut dans la société. Tout ça a généré pas mal de problèmes, surtout au début, aux femmes bénéficiaires du projet. Mais grâce à un accompagnement constant et continu, même de la part de l'équipe de l'ONG LVIA, qui était sur le terrain, qui était composée surtout de femmes et qui a réalisé un gros travail de sensibilisation auprès de la population locale et grâce aussi à une formation technique, entrepreneuriale et commerciale, on a pu donc entraîner un changement et grâce à cela, on a eu donc des résultats concrets et efficaces du projet. Par exemple, tout d'abord, les projets ont provoqué un changement de la société et les femmes se sont dotées de tous les matériaux nécessaires pour réaliser leurs activités commerciales. On leur a fourni des kits pour donc leur présenter les projets. Et puis, on a donné aussi aux femmes participant au projet un vélo. Et avoir un vélo au Burundi est vraiment quelque chose de très prestigieux. Normalement, seulement les hommes possèdent des vélos et normalement, seulement les hommes ont le droit d'aller à vélo.
Et voilà, donc le fait que des femmes marchandes, entrepreneuses ont pu avoir un vélo et donc avaient aussi une liberté des mobilités a été l'un des changements principaux provoqués par les projets et liés aux questions de genre. Le fait de mettre la focale sur les femmes a été le résultat non seulement d'un choix éthique, mais on a fait ce choix car à chaque fois que les femmes sont impliquées dans des initiatives de ce genre, voilà, on a un impact aussi sur la longévité, la durabilité des projets. Et en fait, les femmes ont été les catalyseurs de ce changement. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces obstacles qui ont été rencontrés par les femmes? Quelques exemples concrets? Au début, comme je viens de dire, les barrières principales connues par les femmes étaient liées à des éléments culturels, au fait, par exemple, de voir la femme dans la société comme une figure autonome et indépendante. Et puis, d'autres problèmes que l'on a rencontrés ont été liés surtout à l'introduction de produits très innovateur pour la production d'énergie à partir du soleil. Et il faut dire qu'on n'avait pas une certaine préparation par rapport à la population. La population n'était pas prête à cela. Et normalement, on avait aussi une organisation de la vie selon, disons, le cycle du soleil pendant la journée. Et grâce à cela, on a donc provoqué un autre changement culturel. Et au début, on ne connaissait pas effectivement les avantages socio-économiques de l'énergie solaire. Et au début, donc, les gens avaient une certaine peur qui était liée au manque de connaissance de ces produits. Grâce aussi aux femmes marchandes et entrepreneuses, on a pu travailler beaucoup sur la sensibilisation. Donc, la sensibilisation des communautés de par une approche participative des communautés, ainsi que par, par exemple, de performances théâtrales où les femmes étaient les actrices principales ainsi que témoins de ce changement. On a diffusé des messages radio auprès des stations radio les plus importantes de la région pour parler de l'importance de l'énergie solaire, des avantages socio-économiques qu'elle entraîne, ainsi que les bienfaits pour le bien-être individuel. Un autre problème qui a été rencontré est le suivant. Par exemple, le manque d'accès aux ressources et au financement pour pouvoir acheter ces kits solaires. Et cela toujours dans une optique de création d'un marché de l'énergie solaire au Burundi. Et alors, les kits étaient vendus aux communautés. Les bénéficiaires de ces revenus étaient les femmes marchandes de ces objets, de ces équipements. Mais souvent, la population locale n'avait pas les moyens nécessaires pour pouvoir les acheter. Et alors, on a travaillé sur la facilitation de l'accès au crédit. On a collaboré avec les instituts de microfinance majeurs au niveau local. Et puis aussi, on a travaillé sur l'approche associative, c'est-à-dire que les femmes ont été les acteurs clés pour la création d'associations d'épargne et des crédits qui ont été reconnus et certifiés, même au niveau du gouvernement. Il s'agit d'organismes qui sont encore opérationnels aujourd'hui et qui œuvrent dans les contextes de l'épargne et du crédit au niveau local. Grâce à cela, donc, on a pu, disons, élargir les secteurs de la micro-entreprise et le développement socio-économique au niveau local, grâce aussi à la contribution apportée par les femmes à ces projets. Merci. Merci beaucoup, madame. On a donc écouté ces mots pas mal de fois. Sensibilisation. Donc, la sensibilisation est vraiment fort importante dans ces projets, mais aussi par rapport à l'implication des femmes au sein des contextes de prise de décision. Voyons voir notre troisième élément essentiel, l'eau. Alors, on va en parler avec
Madame Martina Albini, coordinatrice du centre d'études de WeWorld. Elle vient de présenter une étude auprès du siège AICS de Rome, donc l'Agence italienne pour la coopération pour le développement. Et on a un département consacré aux études en matière de gestion de l'eau et inégalité de genre. Et en plus, WeWorld a réalisé des projets en Afrique, mais aussi en Amérique latine autour de ces thèmes. Alors, à partir de l'expérience du projet réalisé suite au cyclone Aïdaï pour renforcer la résilience des communautés de par les femmes, donc, je demande à Madame Albini de nous en dire plus sur le rôle des femmes pour ce qui est de l'approvisionnement hydrique pour l'accès à l'eau en général. Merci beaucoup, Madame Collu, et je remercie l'agence italienne pour la coopération au développement pour m'avoir invité, et je remercie les intervenants avant moi pour leur contribution. Pour répondre à cette question, je vais partir des chiffres. Quand vous avez parlé de notre atlas, et WeWorld a un centre études au Mozambique où on travaille et où on se penche dans ce projet. Les femmes n'ont pas de temps, parce qu'elles sont les responsables qui doivent aller collecter l'eau. De l'eau qu'on ne trouve pas dans les maisons, mais c'est l'eau qui est très éloignée de la maison, beaucoup de kilomètres. Donc, pour arriver à la source d'eau la plus proche, une femme doit marcher 4 ou bien 5 heures. Quand elles arrivent à la source d'eau, elles doivent attendre 6 ou 8 heures pour s'approvisionner. Parce que très souvent, les sources d'eau ne répondent pas aux besoins des communautés. Dans notre projet, il y a des sources d'eau qui ont une capacité pour au moins 300 familles, mais il y a 1000 familles qui s'approvisionnent de ces sources. Donc, 5 heures pour y arriver, à 6 ou 8 heures pour attendre et 5 heures pour revenir. Et voilà, donc elles n'ont pas toute une série de possibilités. Donc, elles n'ont pas la possibilité d'apprendre, de se former. C'est quelque chose que les hommes peuvent faire. Donc, les femmes perdent beaucoup de temps. Et quand elles ont collecté l'eau, elles doivent choisir comment l'eau sera utilisée, mais avec des limites. Donc, imaginez-vous, à la source d'eau, il y a une pompe qui se casse. Alors, ces pompes ont des composantes mécaniques et les femmes n'ont pas de temps pour se former, pour apprendre, parce qu'au Mozambique, il y a une division sociale du travail basée sur le genre, c'est-à-dire il y a des emplois pour les hommes et des emplois pour les femmes. Donc, les femmes ne sont pas des mécaniciens ou bien des plombiers. Au Mozambique, cela n'est pas possible. Et donc, si une pompe se casse, les femmes doivent aller chercher un homme pour demander de fixer la pompe. Mais comme l'homme n'est pas le responsable de la collecte de l'eau, ne perçoit pas, ne comprend pas l'urgence, le besoin. Et donc, il y a des retards dans la réparation des pompes. Voilà, donc les femmes vont chercher des sources d'eau qui sont encore plus éloignées. Et même où l'eau est contaminée. Et cela pose un problème pour la communauté. Est-ce qu'il y a un lien entre la violence sexuelle de genre et l'approvisionnement d'eau? Et qu'est-ce que WeWorld fait pour s'opposer à ce phénomène? Oui, malheureusement, c'est un problème qui existe. Les femmes sortent de la maison et restent hors de la maison pendant 16 heures, 18 heures. Et les routes sont des routes qui n'ont pas de lumière, qui peuvent être dangereuses. Et donc, quelquefois, elles marchent aussi pendant la nuit. Et donc,
il y a des cas de violence sexuelle par les hommes qui savent que les femmes vont naître sur les routes. Il y a des mécanismes de protection communautaire, donc les femmes cherchent à aller dans des groupes pour collecter l'eau, mais cela ne bloque pas la violence. Donc, qu'est-ce que nous avons fait avec les communautés? On s'est mis à l'écoute avant tout pour comprendre quels sont leurs besoins, leurs peurs et la nécessité des femmes, et pour identifier des lieux où on pourrait construire des nouveaux puits. Donc, le projet était multisectoriel parce qu'il y avait plusieurs aspects dans le projet. Et il se penchait sur l'écoute avant tout. Donc, nous avons identifié les nouveaux lieux où construire les puits. Et après, un autre besoin des femmes, c'est que elle disait que s'il y avait par exemple d'autres services dans ces lieux où elle faisait l'approvisionnement de l'eau, donc nous avons construit des centres qui sont consacrés à la santé de reproduction sexuelle. Donc les femmes, dans l'attente de collecter l'eau, peuvent accéder à ces services. À l'avenir, on va s'occuper de l'éclairage des lieux. Parce que peut-être il est simple de positionner des lumières sur la source d'eau, mais le voyage est très long, il dure des kilomètres, qui ne sont pas éclairés. Donc cela sera un travail qu'on va mener à l'avenir. À nouveau, on voit l'importance d'être à l'écoute des femmes. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens pour impliquer dans les processus décisionnels les femmes? Est-ce que vous avez créé aussi des comités de gestion, c'est ça? Oui, tout à fait. Le but final du projet, c'était de réduire les inégalités de genre dans les différents domaines, la santé, l'agriculture et j'en passe, et aussi créer des systèmes de gouvernance pour les femmes. Des systèmes donc où les femmes peuvent participer et aussi peuvent être représentées. Donc les femmes doivent être présentes dans ces comités. Donc avec les autorités locales, on a décidé que pour les comités de l'eau, il doit y avoir des hommes et aussi des femmes. Donc 12 membres pour comité, donc 6 femmes et 6 hommes. On a fait beaucoup de formations dans ce contexte parce que ces femmes devaient acquérir ces connaissances et ces compétences techniques. Donc, elles devaient devenir des plombiers, elles devaient devenir des mécaniciens et elles devaient aussi faire des formations sur la gestion financière parce que très souvent, il faut répéter que les femmes peuvent très bien dépenser les ressources pour la communauté et savent très bien comment investir ces ressources pour la santé et le bien-être de la communauté. Donc, avec les femmes, nous avons rédigé des lignes directrices pour les communautés, nous avons organisé des formations. Au début, les autorités locales étaient un petit peu réticentes parce qu'elles considéraient que c'était des rôles pour les hommes et non pas pour les femmes. Mais maintenant, ils ont compris que les femmes sont en train de faire quelque chose qui ont enlevé, disons, le poids des hommes. Et donc, la participation des femmes dans les comités a augmenté de 40% et cela a été un très bon résultat. Pour revenir à la recherche, il y a des données statistiques sur l'accès aux ressources. Juste pour donner quelques chiffres, dans la République dominicaine, seulement 33% de la population dans les zones rurales a accès à l'eau, ou bien à Haïti, seulement 15%. Imaginez-vous qu'est-ce que cela signifie pour une petite femme ou bien une femme pendant la période des règles. C'est un problème. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de l'Amérique latine et des projets que vous avez faits, par exemple au Nicaragua? Comment est-ce que vous avez travaillé pour aider les femmes à résoudre ce problème? Même avec l'aide du secteur privé. L'Amérique latine, malheureusement, est une région géographique à laquelle on ne fait pas trop d'attention, surtout pour le thème de l'eau, de l'accès à l'eau et des services sanitaires.
Mais il y a une grande crise dans les pays en Amérique centrale et dans l'Amérique du Sud qui est empirée par les changements climatiques. Ces régions sont tout à fait exposées aux effets du changement climatique. Malheureusement, il y a aussi des grands problèmes pour le fait que l'eau, très souvent, est utilisée pour des denrées agricoles qui ne sont pas utilisées par les populations, mais qui sont exportées. Donc, c'est une région sur laquelle il faut faire plus d'attention. La santé menstruelle, voilà les images des femmes, est tout à fait liée à l'accès à l'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau propre, s'il n'y a pas de services sanitaires adéquats, le risque d'infection, le risque de ne pas pouvoir vivre, qui est quelque chose de physiologique, qui se passe tous les mois de façon digne, nie les droits de l'homme. Au Nicaragua, il y a beaucoup ce problème. Au Nicaragua, seulement 12% des écoles a des services, a des toilettes séparées pour les hommes et pour les femmes. Donc, si une petite femme a le ménarche, ne va plus à l'école parce qu'elle ne sait pas comment gérer les règles. Au Nicaragua, on s'est occupé d'un projet spécifique avec les femmes du Pueblo Mesquito. C'est une population indigène autochtone qui habite en Honduras, au Nicaragua. Et nous avons travaillé avec une communauté de femmes qui avaient eu des violences, donc qui avaient survécu la violence. Et on a cherché à se pencher sur plusieurs aspects. Pour sortir de la violence, la chose la plus importante, c'est de travailler sur l'autodétermination, donc la responsabilisation féminine, l'empowerment économique. Donc, grâce à la collaboration avec Cotonella, qui est une marque que peut-être vous connaissez, de tampons et absorbants, ils nous ont envoyé leur modèle, ils nous ont aidé à former la population dans le pays pour que les femmes puissent coudre toutes seules des culottes menstruelles. Parce que là, on n'utilise pas des tampons, mais d'habitude, on utilise des chiffons, des torchons. Donc, ce projet a permis aux femmes de sortir de la violence et d'utiliser quand même et de créer eux-mêmes, faire eux-mêmes leurs culottes menstruelles. Merci. On a parlé aussi de la période menstruelle, que pour nous n'est pas un problème, mais dans ces contextes peut vraiment être un grand problème et être un obstacle pour l'éducation des petites filles. Et voyons voir maintenant l'air. Air et donc changement climatique. Pour parler d'air, nous avons avec nous une vidéo d'une activiste du Kenya, Sereti Nabala. C'est une activiste communautaire Maasai. Sereti, malheureusement, a souffert de la mutilation des organes génitaux féminins. Très souvent, c'est le cas dans ces pays. Et après, elle a commencé à travailler sur la lutte au changement climatique. Voilà donc cette vidéo qui nous explique pourquoi il y a un lien entre les droits des femmes et la lutte au changement climatique. Voilà, grandir comme petite fille à Maasai signifie grandir comme toutes les autres petites filles. Mais quand on est une petite fille, on a le problème de la mutilation génitale. C'était le matin très tôt, mon père et ma mère m'ont dit ce qu'ils auraient fait. Une semaine et demie après la coupe, après la mutilation, j'ai eu ma première règle. Dans notre culture, on ne peut pas se refuser d'être mutilé. Il faut le faire. C'est un rite. C'est un rite de passage. En 2018, j'ai commencé à m'accepter à nouveau et à me plaire à nouveau. Pour la première fois, j'ai oublié ce que j'étais par le passé et j'ai commencé à accepter moi-même.
donc, j'ai commencé à donner un soutien mental aux petites filles dans les écoles. Chez nous, les règles ne sont plus sont un tabou. C'est comme si dans notre culture, c'est une espèce de secret. Il y a des filles qui ne viennent pas à l'école parce qu'elles n'ont pas des absorbants, des tampons. Et quelquefois, c'est aussi le cas pour vous. Oui, tout à fait. Ne pas avoir des absorbants est un problème parce que quand les femmes ont les règles, si elles n'ont pas les tampons, les petites filles ont peur d'aller à l'école. Donc, il coûte très cher. Et donc, comme il y a beaucoup de pauvreté dans les villages, ils ne sont pas vendus. Beaucoup de petites filles Maza n'ont pas d'argent pour acheter des produits sanitaires. Donc, elles vont chercher l'argent pour acheter les absorbants et elles doivent peut-être échanger avec le sexe pour les acheter. Donc, il y a un viol. Au décembre 2019, j'ai commencé un projet pour diffuser l'utilisation des absorbants dans les villages. Je voulais empêcher que les petites filles se vendaient pour avoir de l'argent pour après les acheter. Avant le changement climatique, beaucoup de femmes utilisaient des absorbants, des tampons qui pouvaient être réutilisés. Maintenant, ils ne peuvent plus les utiliser parce qu'il n'y a plus de l'eau pour les laver. Et donc, il y a besoin de beaucoup d'eau pour les nettoyer, pour les laver. Le changement climatique amplifie la discrimination de genre. Au Kenya, cela empire le phénomène des mariages précoces et des mutilations génitales féminines. Dans quelques communautés, le changement climatique est un risque pour les moyens de subsistance. Et beaucoup de familles, donc, utilisent le mariage précoce pour réduire leurs dépenses. Mais pour se marier, les petites filles doivent avoir une mutilation génitale. C'est une vidéo très émouvante, très simple, qui parle de problèmes assez simples, comme par exemple les difficultés d'avoir des tampons, des absorbants. Et après, donc, il y a des viols contre les petites filles. Et le lien avec le changement climatique est tout à fait évident. Le changement climatique est lié à la violence de genre et avec les mariages forcés. Sereti est une activiste qui collabore activement avec WeWorld et on l'a accueillie dans un événement de sensibilisation Activate Nairobi. Là, vous allez voir quelques diapos que notre siège au Kenya a organisé, Activate Nairobi, au mois de novembre pour lancer la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence de genre. AICS gère des projets, mais aussi fait beaucoup de sensibilisation. Et à cette occasion, nous avons accueilli beaucoup de femmes locales pour leur donner la voix et pour parler non seulement de violence, mais aussi de leur rôle dans tous les thèmes pour le développement à partir des changements climatiques. Je voulais demander à Mme Albini si elle peut nous raconter cette expérience de collaboration avec Sereti et de Activate Nairobi, donc notre initiative. Donc les images que vous voyez ici sont tirées de
l'expo I Want You to Know, je veux que tu saches, avec une photographe avec qui on collabore depuis longtemps. We World a participé aux journées de Activate Nairobi par cette expo qui voulait sensibiliser la population sur le lien entre les mutilations génitales féminines et les changements climatiques. Peut-être que ce n'est pas très simple à comprendre, mais en fait, les mariages précoces et les mutilations sont tout à fait liés. Parce que si une femme est donnée à une épouse, elle doit avoir eu la mutilation. Et le mariage précoce est de plus en plus un mécanisme de survie qui est empiré par la pauvreté liée au changement climatique. Sereti nous enseigne. Sereti est une activiste, c'est une femme qui se met à l'écoute, elle est très jeune, elle a déjà créé son association qui s'appelle Save Our Girls. Ça, c'est la partie la plus importante dans notre travail, c'est-à-dire ces dialogues avec la communauté qu'on peut avoir seulement si les communautés sont protagonistes. Et donc, Sereti fait partie de la communauté, qui travaille pour la communauté, qui parle la même langue, et donc elle est comprise par la communauté. Les femmes et les petites filles de leur communauté l'écoutent, voient en elle un exemple et un modèle. Sereti est venue en Italie, à notre festival à Milan, l'année dernière. Quand on rencontre des jeunes activistes et donc des personnes qui représentent les communautés, on leur donne un espace auquel ils ne pourraient pas avoir accès pour porter leur message. La lutte contre le changement climatique et l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques liés à la transformation de l'approche de genre, cela veut dire changer les comportements qui font continuer les discriminations de genre. C'est un travail qui continue parce que dans quelques jours, on va lancer un projet au Kenya, financé par la coopération italienne au Kenya, qui va durer 3 ans et que nous avons présenté il y a quelques semaines à l'ambassade italienne au Kenya. Et nous sommes très, très fiers de ça. Nous sommes aussi très fiers de pouvoir continuer avec ces projets. Donc, un grand applaudissement pour le projet. Nous sommes aussi très contents de pouvoir continuer ces activités. Moi, personnellement, je suis très contente que j'ai pu me mettre à l'écoute aujourd'hui pour écouter la voix des femmes et surtout les voix des femmes qui vivent la discrimination au niveau local. Avant de passer la parole au sous-secrétaire pour les conclusions, j'espère qu'aujourd'hui, on a suscité votre curiosité. J'espère que chacun de vous veut aller plus en détail dans ces thèmes, même dans nos activités quotidiennes, parce que chacun de nous peut jouer son rôle. Personne ne veut la violence contre les femmes. Nous subissons aussi la violence. Nos sœurs, nos femmes ou bien nos filles peuvent avoir cette situation de violence. Donc, nous devons tous continuer à travailler dans ce sens. Et merci beaucoup au sous-secrétaire pour être là avec nous aujourd'hui et pour tirer les conclusions et pour continuer à faire attention à ce thème qui est si important. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous avez utilisé des mots, à mon avis, et ces mots sont le noyau des conclusions qui devraient tirer un politique après une rencontre aussi intéressante. Curiosité, vous avez dit. Formation et information sont aussi des mots importants. D'habitude, les politiques lisent des textes et sont déjà pré-écrits, mais je ne vais pas lire en texte.
Avant le début de cette rencontre, j'ai raconté et j'ai dit que 95 ou bien 98% de l'opinion publique, avant de travailler dans la coopération internationale, j'étais convaincue que la coopération internationale était une sorte de aumône. C'est-à-dire, oui, nous sommes riches, nous devons aider ceux qui sont pauvres et qui ne mangent pas. Et j'étais convaincue de ça avant de commencer à travailler dans la coopération internationale. Et ça, je le pensais juste avant de commencer à étudier pour l'examen de coopération internationale à l'université. C'est vrai, la coopération vient des pays qui ont plus de chance d'autres pays et qui, au fil de décennies, ont pu se développer au niveau économique. La coopération se fait avec l'information, l'étude et les personnes, mais se fait aussi avec l'argent. On parlait des chapitres de dépenses dans les bilans publics des pays qui ont plus de chance et qui sont plus développés. C'est des pays qui ont des milliards à allouer pour la coopération internationale. Mais je vais entrer dans le vif du sujet. Si on veut concevoir la coopération au niveau du gouvernement, la coopération est une aide, mais c'est aussi une opération gagnante-gagnante, parce que la coopération permet aux pays bénéficiaires de se développer. Et donc, c'est la célèbre canne à pêche et non pas le poisson, dont on parle très souvent. En même temps, on peut créer disons, un crédit moral avec un pays qui va se développer et qui va se rappeler de notre aide. Pour ceux qui croient, c'est un cadeau de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas, c'est un cadeau de nature. Mais l'Italie a un avantage par rapport aux autres pays européens parce que l'Italie est un petit peu plus sympa comme pays. Surtout dans quelques pays, par exemple en Afrique, en Amérique latine. Pourquoi? Parce que notre mentalité, peut-être, s'est formée au fil des siècles de l'histoire européenne. Mais c'est aussi une mentalité latine. C'est un peuple qui arrive toujours à trouver la bonne façon de comprendre comment communiquer avec les autres pays. On a parlé d'Afrique ici et j'ai entendu des interventions vraiment émouvantes. Émouvant même pour moi, et moi aussi, je suis un technicien, je suis un expert en la matière. Moi, je travaille sur les droits de l'homme, je travaille sur les adoptions à l'international. Et les experts qui travaillent dans ce domaine devaient être plus cyniques, plutôt détachés. Mais moi, j'y arrive pas à l'être parce que je regarde ces vidéos, j'écoute vos histoires et je me demande, mais dans le troisième millénaire, avec un monde qui est tout à fait petit, ce qui se passe au Kenya, ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe en Afrique et en Amérique latine, et à juste quelques heures de voyage, d'avion. Ce n'est plus à beaucoup de mois de navigation comme cela était le cas il y a 3 ou 4 siècles. D'où la nécessité d'informer l'opinion publique sur la coopération, sur qu'est-ce que la coopération internationale et sur ce qui se passe dans le monde entier. Il y a des zones de l'Afrique où il n'y a pas d'énergie électrique. On a vu comment l'énergie et les différents éléments peuvent être utiles et nécessaires et indispensables pour la croissance et pour atteindre les objectifs d'égalité de genre. Je vous donne un autre exemple. Dans quelques zones de l'Afrique, il n'y a pas l'énergie électrique. Il n'y a pas d'énergie électrique dans quelques villages. Donc, même les institutions
Et les bureaux publics n'ont pas d'énergie électrique, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'ordinateur. Les maires ne peuvent pas enregistrer la naissance de leurs enfants, par exemple. Et si on parle d'esclavage, de trafic d'organes et d'exploitation des mineurs, sont plus forts. Parce que les gens qui se profitent de ces situations se disent « Mais si je vais prendre un mineur qui n'est pas enregistré, dont la naissance n'est pas enregistrée, n'est pas un problème, parce que pour la loi, ce petit n'existe pas. » Voilà. Il faut faire connaître ces situations pour que l'opinion publique puisse être convaincue par le fait qu'allouer de plus en plus de fonds à la coopération internationale dans le budget public est quelque chose qu'il faut faire et qui va nous donner un avantage à nous. Et nous sommes un pays qui a beaucoup de chance. Nous avons une constitution qui parle de droits fondamentaux et notre constitution nous dit de façon très claire que qui n'a pas de droit doit être aidé de façon directe ou bien indirecte. La coopération internationale, la coopération du gouvernement, des ONG et par l'Église est quelque chose de fondamental et limité. Il y a des pays qui allouent des milliards d'euros à la coopération et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à le faire. Quelquefois, on dit que si c'est un homme de parler de questions féminines, c'est pas bon. Moi, je pense que c'est bien le contraire, parce que si un homme peut vraiment rendre compte que nous sommes en retard dans cette question, peut-être le pays où cet homme vit au fil des années a convaincu cet homme qu'il y a des choses qu'il faut encore faire. On parle d'Afrique, mais j'ai entendu parler d'Amérique latine. Dans mes pouvoirs de gouvernement, je m'occupe des Caraïbes, je m'occupe de l'Amérique centrale. Aujourd'hui, le machisme qui encore existe dans les pays d'Amérique latine, qui au niveau économique sont des pays avancés et qui sont en train de se développer, impressionnant. Donc, il ne faut pas penser que s'il y a un développement économique, il y a eu aussi un développement des droits fondamentaux, des droits civils et de l'égalité de genre. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est une erreur. Pour ma formation politique et culturelle, je suis un libériste, ou presque. Et donc, pour moi, l'indice de développement d'un pays est lié à l'économie, mais non seulement. S'il y a eu un développement économique, nous devons utiliser notre force de pays membres du G7 pour que ce pays utilise son développement économique pour faire de la formation et des projets de coopération. En Italie, il y a des organisations phénoménales, même dans le secteur privé. Par exemple, Enel et Eni font des projets de coopération là, dans les pays où ils peuvent travailler. Et donc, ils ont des profits. J'ai visité un stand merveilleux où on parlait de café dans le monde entier. Nous sommes un point de repère, l'Italie est un point de repère. Donc, merci beaucoup. J'étais vraiment très émue de vos histoires. Il est beau de parler avec les techniciens et les experts en la matière parce que vous pouvez vraiment raconter
et donner l'exemple des projets qui sont en cours. Je suis tout à fait à disposition, je reste tout à fait à disposition. Il faut travailler dans les projets de coopération et il faut investir aussi de l'argent pour convaincre l'opinion publique que l'argent est bien dépensé pour les projets. Et là, on parle aussi d'autres thèmes qui sont liés à la coopération, donc la démocratie, la lutte contre les dictatures. Dans les pays où le gouvernement vit grâce au consentement populaire, le gouvernement doit être responsable de la façon dont on dépense l'argent. Et un pays qui ne connaît pas la valeur de la coopération internationale fait que le gouvernement va allouer les ressources, non pas à la coopération, mais à d'autres choses. Nous devons expliquer que le résultat de la coopération internationale qui relie les ONG, les universités, l'Église, l'argent, c'est un résultat positif, non seulement pour le pays bénéficiaire, mais aussi et surtout pour notre pays. Par le passé, les Italiens ont toujours été connus comme un peuple pour lequel la personne est au premier rang et au centre. Aujourd'hui, nous avons les outils pour créer les conditions pour que l'Italie elle-même puisse tirer l'avantage de tout l'argent que nous pouvons et devons allouer à la coopération internationale. Donc, un grand merci au niveau personnel, à titre personnel, à tous ceux qui travaillent dans la coopération internationale. Jusqu'à ce que je serai dans mon rôle, je reste à disposition pour vous aider. Merci. Merci beaucoup, sous-secrétaire. Vous nous avez donné une contribution importante à partir du rôle des hommes pour l'égalité des genres. On a fait oui avec notre signe avec notre tête quand vous avez parlé de ça. Avant de conclure, je voulais vous inviter à visiter notre hall où vous allez trouver tous les projets gérés par la coopération internationale et par le ministère des Affaires étrangères et par l'Agence italienne pour la coopération au développement. Et comme vous le savez, vous pouvez trouver des stations Dona Ora où vous pouvez faire des dons qui seront alloués pour l'urgence dans la Terre Sainte. Merci beaucoup pour avoir été avec nous et bonne journée. Merci beaucoup.